Salut à tous, nous revoilà de nouveau réunis pour un troisième chapitre de notre module comptabilité analytique. Et ce chapitre-là, il est consacré à l'étude de l'inventaire permanent, à sa présentation, à la valorisation des mouvements de stock et des différentes méthodes pour le calcul des coûts. Donc, si vous le permettez, nous allons commencer le développement de ce chapitre. Donc, comme je l'ai dit, l'inventaire permanent et la valorisation des mouvements de stock. Alors, ce que nous devons savoir, c'est que il y a différents types d'inventaire. Alors, quels sont les différents types d'inventaire? Tout d'abord, nous avons l'inventaire comptable ou permanent. Alors, en quoi consiste l'inventaire comptable? Il repose sur l'enregistrement des mouvements de stock en quantité et en valeur, ce qui nous permet de connaître à tout moment et tout au long de l'exercice les existants en quantité et en valeur. C'est la condition sine qua non pour pouvoir mettre en place un système de calcul de coûts. Sans inventaire permanent, il est impossible de pouvoir mettre en place un système de calcul de coûts et donc de comptabilité analytique. Alors, le deuxième type d'inventaire, c'est l'inventaire physique ou inventaire intermittent, donc discontinu. Et là, c'est une obligation pour les entreprises de faire cet inventaire au moins une fois par année. Et donc, c'est un comptage réel. C'est un comptage physique, le terme physique. Donc, lorsqu'on fait ce comptage-là, lorsqu'on fait l'inventaire physique, il est possible de connaître avec précision les quantités réelles des stocks d'un produit déterminé à la date du comptage. Et, bien entendu, ayant cette information, il serait absolument possible de connaître les sorties de la période bien entendu, entre la date du comptage et la date du comptage précédent. Autre question, quels sont les différents types de stocks? Est-ce qu'il y a des différences entre les stocks? La réponse est oui. Alors, le premier type de stock, ce sont les stocks qui se situent au début du cycle de production. L'entreprise achète les stocks, elle réalise la production, elle stocke et elle vend. Donc, les stocks se situant au début du cycle de production, c'est l'ensemble des intrants nécessaires pour la réalisation de l'activité de production. Autrement dit, la marchandise, s'il s'agit d'une société commerciale, d'une activité commerciale. S'il s'agit d'une entreprise industrielle de transformation, donc ce sont les matières premières, les matières consommables, les emballages, les fournitures diverses et petits outillages, etc., etc. Autrement dit, tout ce qui est intrant nécessaire pour la production. Alors, il y a un deuxième type de stock, les stocks situant au cours du cycle de production. Alors, ces stocks-là, ces types de stocks, ce sont les déchets, les rebuts et les sous-produits, les produits semi-finis et les produits ou travaux en cours de production. Et enfin, vous avez les stocks qui se situent à la fin du cycle de production, ce sont bien entendu les produits finis. Alors, pour plus de précision, qu'est-ce que nous entendons par le terme déchets? Les déchets, ce sont les pertes inévitables qu'on ne peut pas éviter. Ce sont les pertes inévitables de matière au cours de la transformation. L'exemple type, c'est la chute des tissus lors de la découpe des vêtements. Il est impossible d'utiliser l'ensemble de l'étoffe de tissu pour réaliser un habit. Donc, c'est un déchet absolument inévitable. Ça, c'est la définition étymologique du terme déchet. Alors, concernant les rebuts. Alors, les rebuts, c'est tout produit semi-fini en cours de production ou produit fini qui présente un défaut de fabrication et donc qui ne peut pas être vendu comme étant un produit fini,
bon, c'est-à-dire sans défaut. Voilà les définitions des termes déchets et des termes rebuts. Attention. Pour que ces déchets et ces rebuts soient considérés comme étant un stock à inventorier, il y a une condition. Ne sont considérés comme éléments de stock que les déchets et les rebuts qui ont une valeur. Les déchets et les rebuts qui vont être jetés, et donc qui n'ont absolument aucune valeur, ni à la vente, ni pour une réutilisation dans le cycle de production. Donc, si jamais les déchets et les rebuts ont une valeur de vente, même à un prix dérisoire, ou elles peuvent être réutilisées dans le cycle de production, là nous avons affaire à un stock de déchets et un stock de rebuts à inventorier. Alors là, nous allons voir un tout petit peu le process relatif au stock. Alors, l'entreprise achète. Et alors là, en parlant des stocks, il n'y a que deux termes qui sont utilisés. Tout d'abord, le terme entrée. Alors, lorsqu'il y a un achat, et lorsqu'il va être réceptionné par l'entreprise et mis dans ses magasins de stockage matières premières et fournitures, là, on parle d'entrée, de stock, d'intrant. Bien. Et, bien entendu, il faudrait être informé de la nature de ce stock, de la quantité, donc il y a un ensemble d'informations à saisir, et là on établit ce qu'on appelle un bon d'entrée. Donc à chaque entrée de chaque produit, il y a un bon d'entrée qui est établi, et il va être, si vous voulez, centralisé dans une fiche d'inventaire ou bien saisi sur un logiciel de gestion de stock. Lorsqu'il y a une sortie de matière, alors toute sortie de matière est considérée comme étant une consommation. Parce que si on pose la question pourquoi on fait sortir de la matière première ou des consommables d'un magasin de stockage, ben, c'est pour être consommé, c'est pour être utilisé. Donc, le terme sortie, s'agissant de matière, de consommables, d'intrants de façon générale, ce sont des consommations. Et là, on établit ce qu'on appelle un bon de sortie. Et là aussi, ça va être centralisé dans les fiches d'inventaire. Bien. Ensuite, il va y avoir une production, s'agissant d'entreprises de transformation, donc une entreprise industrielle. Et donc, lorsqu'il y a une production, on saisit cette information et on établit un bon de production, et c'est considéré comme étant une entrée. Donc, le terme entrée, s'agissant de produits semi-finis, de produits finis, là, il s'agit de la production réalisée, donc qui entre dans les magasins de stockage, et là aussi, cette information est saisie sur un bon qu'on appelle bon de production, donc l'équivalent d'un bon d'entrée, et bien entendu, ça va être saisi dans une fiche d'inventaire ou dans un logiciel. Donc, la vente de produits finis, donc, lorsque ça sort d'un magasin, donc tout ce qui est vente est considéré comme étant une sortie. Là aussi, on établit un bon de sortie, mais de produits finis. Et ces deux informations, la production comme étant une entrée ou la sortie, s'il y a vente, ça va être saisi sur une fiche d'inventaire ou bien sur un logiciel informatique, un logiciel de gestion de stock. Bien entendu, il peut y avoir un mouvement de retour, on ne va pas parler de cela. Le retour soit des ateliers de production au magasin de stockage, et là aussi, on doit saisir l'information sous la forme d'un bon de retour, et bien entendu, il est tout à fait possible qu'on retourne une marchandise qui a été déjà réceptionnée, mais qui présente des défauts ou qui n'est pas conforme à notre commande. Elle peut être retournée au fournisseur, et là aussi, on établit un bon de retour. Donc voilà, là nous avons visualisé un tout petit peu l'ensemble des mouvements concernant les stocks, soit des stocks d'intrants ou les stocks de produits finis. La chose à laquelle il faudrait toujours faire attention, c'est qu'on n'utilise que deux vocables, entrée, sortie,
mais leur signification est différente selon qu'il s'agisse de matières premières ou d'intrants ou de produits finis ou d'extra. Alors, là, on va visualiser un tout petit peu ces bons de réception ou ces bons d'entrée. Bien entendu, chaque entreprise peut élaborer, c'est un document interne à l'entreprise, donc il va être, si vous voulez, façonné ou réalisé selon les besoins de l'entreprise, mais il y a des informations absolument nécessaires à faire, à trouver dans ce bon de réception ou d'entrée. Bien entendu, la date, ça c'est un élément important. Les quantités et l'information qui permettra de faire le recoupement, c'est le numéro de bon de commande et le numéro de bon de livraison. Bien entendu, les prix, c'est quelque chose qui est établi sur une facture, donc on peut faire le recoupement et donc associer à un produit déterminé ou un intrant déterminé la quantité et le prix correspondant. Alors, un bon de sortie, là aussi, c'est un document interne concernant la gestion des stocks, mais il y a des informations absolument nécessaires à avoir dans ce bon de sortie, essentiellement les dates, l'utilisateur qui a demandé cela, parce que là, si jamais il y a des ateliers de production qui sont différents, donc il n'y a pas un seul atelier mais plusieurs ateliers, il faut qu'on sache à qui l'intrant est destiné. Donc cela est nécessaire pour pouvoir faire le traçage des coûts. Et bien entendu, il nous faut aussi les quantités. Et là, nous avons besoin d'avoir les prix unitaires. Donc on verra par la suite comment nous allons établir ce prix unitaire selon les différentes méthodes de valorisation des stocks. Et finalement, en termes de tracé, nous allons montrer comment se présente une fiche d'inventaire. Alors, une fiche d'inventaire, c'est essentiellement des dates, des entrées en quantité et en valeur, des sorties en quantité et valeur, et bien entendu les disponibles en quantité et en valeur. Ça, c'est le support essentiel sur lequel nous allons travailler. Bien entendu, là, il s'agit d'un tracé sur un support physique, mais les logiciels de gestion de stock opèrent exactement de la même façon et donc le même esprit pour donner les mêmes informations. Voilà pour la présentation. Et il nous reste maintenant à entrer dans le vif du sujet. Autrement dit, la valorisation des mouvements de stock. Alors, en parlant de valorisation des mouvements de stock, la question est, est-ce qu'il y a un principe général de valorisation des mouvements de stock? Oui, c'est bien le cas. S'agissant d'entrée et sortie des intrants, tout ce qui est matière première, matière consommable, marchandises, emballage, sont valorisés au coût d'achat. Coût d'achat, non pas le prix d'achat. S'agissant maintenant des entrées et des sorties des produits finis et semi-finis, leur valorisation se fait au coût de production. Donc voici le principe général de valorisation, aussi bien pour les mouvements de stock de matières premières, des intrants de façon générale, et pour les mouvements de stock des produits finis, semi-finis, autrement dit des extras. Question suivante. Quelles sont les méthodes d'inventaire les plus utilisées? Là, je ne vais pas développer
de façon exhaustive toutes les méthodes d'inventaire. Il y a plusieurs méthodes d'inventaire, mais je vais me suffire juste aux méthodes d'inventaire les plus utilisées, les plus courantes. Alors, il y a deux groupes de méthodes d'inventaire. La première, ce sont les méthodes d'épuisement des lots. Alors, première méthode, c'est la méthode du premier entrée, premier sorti ou first in, first out. La deuxième méthode d'épuisement des lots, c'est la méthode du dernier entrée, premier sorti, last in, first out. Bien. Alors, une remarque concernant cette notion de lot. Ah, c'est quoi un lot? Un lot, il est caractérisé par trois choses. 1. La date d'entrée. 2. La quantité entrée. 3. Le coût unitaire d'entrée de ce lot. Avoir toujours cela à l'esprit pour pouvoir appliquer correctement cette méthode de valorisation des mouvements de stock. Alors, il y a un deuxième groupe qui groupe les méthodes des coûts moyens pondérés. Et là, vous avez la méthode du coût unitaire moyen pondéré de la période. C'est la méthode la plus utilisée. 80% des entreprises utilisent cette méthode, sinon plus. Et dernière méthode que nous allons voir, c'est la méthode du coût unitaire moyen pondéré calculé après chaque entrée. Voilà pour la présentation des méthodes. Et maintenant, nous allons voir dans le détail comment exploiter ces méthodes. On va commencer par les méthodes d'épuisement des lots. La première étant la méthode du premier entrée, premier sorti. First in, first out ou FIFO. Alors, selon cette méthode, on considère que les unités entrées en premier sortiront en premier, le ou le bello. Les sorties de magasin sont valorisées au coût des entrées les plus anciennes. Donc, on utilise le coût unitaire d'entrée des lots les plus anciens. Et en fin de période, et ça c'est logique, le stock restant aura la valeur des unités les plus récentes, celles qui sont entrées en dernier lot. Pour la deuxième méthode d'épuisement des lots, la méthode du dernier entrée, premier sorti ou last in, first out, LIFO. Donc, c'est une méthode inverse. On fait exactement l'inverse. Cela veut dire, ce sont les dernières unités entrées en stock qui sortiront en premier. Et si on applique ce principe, les sorties du magasin sont donc évaluées au coût d'entrée des dernières unités entrées en stock, donc les plus récentes, et en fin de compte, et en fin de période, le stock restant aura la valeur des unités les plus anciennes. Voilà concernant le principe de fonctionnement de ces méthodes. Et nous allons passer à un exemple d'application pour mieux comprendre le fonctionnement de ces méthodes. Donc, voici l'exemple. Donc, au cours d'une période, un mois, le mois de mars, vous avez un stock initial, un stock de départ, de 1000 unités à 1 dinar 500. Le 15, nous avons une entrée de 700 unités à 2 dinars. Le 23, une sortie de 400 unités. Le 25, une entrée de 200 unités à 3 dinars. Et enfin, le 28, une sortie de 1100 unités. Alors, ceux qui se posent la question pourquoi nous n'avons pas le coût unitaire de sortie, eh bien, ça, c'est le problème que nous allons essayer de résoudre. On ne peut connaître la valeur de ces sorties que lorsque nous appliquons une méthode d'inventaire. Et donc, on va passer à l'utilisation de la méthode du premier entrée, premier sortie. Alors, première information à enregistrer, donc le 1-3, nous avons un stock disponible de 1001 dinars 500, ce qui nous fait une valeur de 1500. Le 15-3, nous avons une entrée de 500 à 2 dinars, et donc 1000. Le 1-3, on avait un lot. Le 15-3, en stock, nous avons deux lots. Un lot de 1000 à 1 dinar 500 et un lot de 500 à 2 dinars. Le 23, nous avons une sortie. 400 unités. Alors,
nous allons utiliser le prix unitaire de l'ancien lot, le lot le plus ancien, autrement dit 1 dinar 500. Et après ce mouvement de sortie, il reste 600 de ce premier lot, et bien entendu, nous avons toujours le lot de 500 à 2. Le 25, nous avons une entrée de 200 à 3 dinars. Alors, que va devenir notre stock? Nous avons un lot de 600 à 1,5, nous avons un lot de 500 à 2 et un troisième lot de 200 à 3 dinars. Et nous arrivons au dernier mouvement, une sortie de 600, une sortie de 1100. Alors, comment nous allons nous y prendre? Tout d'abord, nous allons utiliser le premier lot, 1 dinar 500. Ensuite, on passe au deuxième lot, et là, ça nous fait nos 1100. 600 à 1,5, 500 à 2, le premier lot est épuisé, le deuxième lot de même, et il nous reste, en fin de compte, un seul lot de 200 unités à 3 dinars. Alors, en faisant le total des quantités entrées et de leur montant, et des quantités sorties de leur montant, il y a quelque chose qu'on doit toujours avoir à l'esprit, c'est quoi? C'est que le stock initial plus les entrées doit être exactement égal aux sorties plus le stock final, aussi bien en quantité qu'en valeur. Donc on fait le compte, 1000 plus 700, 1700 moins 1500, ça nous donne 200. 1500 plus 1600, 3100, moins 2500, ça nous donne 600. Voilà. Cette identité des stocks doit être toujours respectée, quelle que soit la méthode d'inventaire qui sera utilisée. Nous passons à l'autre méthode, la méthode du dernier entrée, premier sortie, donc même chose. Alors le 1, nous avons un lot de 1000 à 1 dinar 500, le 15, nous avons une entrée de 500 à 2 dinars, soit un montant de 1000, et on se retrouve avec deux lots, un lot de 1000 à 1,5 et un lot de 500 à 2. Le 23, nous avons une sortie de 400. Et là, nous allons utiliser le prix unitaire de la dernière unité entrée en stock. Et on se retrouve, après ce mouvement, avec deux lots, un lot de 1000 à 1,5 et un lot de 100 à 2. Le 25-3, nous avons une entrée de 200 à 3 dinars, et on se retrouve après ce mouvement avec trois lots, un lot de 1000 à 1,5, un lot de 100 à 2 et un troisième lot de 200 à 3. Et nous avons le 28-3, nous avons un dernier mouvement, une sortie de 1100. Alors comment nous allons valoriser ces 1100? Tout d'abord, on prend 200 à 3 dinars, dernière entrée et sortie. Ensuite, ça y est, l'eau est épuisée. Deuxième lot, 100 à 2, ça y est. Et on prélève 800 sur le lot le plus ancien. Et on se retrouve, en fin de compte, avec 200 unités à 1,5. Donc, même chose, toujours respecter l'identité des stocks. Et vous remarquez une chose, c'est que la valeur des sorties n'est pas la même lorsqu'on passe de la méthode du premier entrée, premier sortie à la méthode du dernier entrée, premier sortie. La valeur des sorties n'est pas la même et la valeur du stock final n'est pas la même. Alors maintenant, deuxième groupe, les méthodes des coûts moyens pondérés. Donc nous avons vu qu'il y avait deux méthodes de coût moyen. La méthode du coût moyen, le coût unitaire moyen pondéré de la période. Alors, selon cette méthode, le coût des sorties est obtenu en divisant le coût total des entrées et du stock initial par leur quantité respective. Et à la fin de la période,
on applique ce coût moyen aux quantités sorties, les quantités totales sorties pour calculer leur valeur. Et donc, voici la formule à utiliser en fin de période. Valeur du stock initial plus valeur des entrées de la période divisé par le stock initial plus les quantités entrées, la quantité entrée durant la période. Ça, c'est pour la première méthode. La deuxième méthode, le coût moyen à chaque entrée, ou la méthode du coût moyen pondéré calculé après chaque entrée. Alors, on vous dit, ce coût est calculé systématiquement à chaque entrée. Dès qu'il y a une entrée, on calcule ce coût moyen pondéré. Alors, comment on le calcule? En rapportant la valeur de l'entrée et celle du stock avant cette entrée. Donc, avant qu'il y ait l'entrée, quelle est la valeur du stock avant cette entrée, plus la valeur du stock qui est entré à cette date, divisé par la quantité en stock avant cette entrée, plus la quantité entrée à cette date. Donc, voici la formule. Le coût unitaire moyen pondéré à la date de l'entrée, c'est la valeur du stock avant l'entrée à la date T, plus la valeur de l'entrée à la date T, divisé par le stock avant l'entrée à la date T, plus la quantité entrée à la date T. Voilà la méthode, le groupe des méthodes du coût moyen pondéré. Et bien entendu, on va reprendre le même exemple avec le stock initial d'une unité, les entrées, les mouvements d'entrée et de sortie, les mêmes que ce que nous avons vu précédemment. Et nous allons commencer par la méthode du coût unitaire moyen pondéré de la période. Donc le 1, nous avons notre stock de 1500 de 1000 unités 1,5. Le 15, nous avons une entrée, donc on enregistre. Donc on n'a plus besoin de connaître les lots. Il n'y a plus de lots. Mais là, on n'utilise pas un unitaire parce que la valorisation ne peut se faire qu'à la fin de la période. Donc, on ne fait qu'enregistrer les quantités en stock et on fera exactement de même pour les sorties. Donc, sortie quantité 400. Donc, on n'est pas encore à la fin de la période, donc on ne connaît pas le coût unitaire moyen pondéré. Alors, le 25, nous avons une entrée, donc on enregistre l'entrée en quantité en valeur, mais le stock, c'est un stock qui va être enregistré à cette date seulement en quantité. Le 28, nous avons une sortie de 1100 et on ne fait rien, et on se retrouve avec un stock de 200. Ça y est, c'est le dernier mouvement, et maintenant nous sommes à la fin de la période, à la fin du mois de mars, et il sera possible de calculer donc ce coût unitaire moyen pondéré. Alors, c'est égal à 1500, c'est la valeur du stock initial, plus 1600, la valeur des entrées, divisé par la quantité en stock initial, 1000 plus 700, ce qui nous fait 1700 et donc 1,824. Alors, connaissant cela, on va valoriser les sorties et le stock. Donc, c'est une méthode qui est très très simple à appliquer, très souple, avec le seul inconvénient que la valorisation des sorties nécessaires pour le calcul des coûts, bien entendu, ne peut se faire qu'à la fin de la période. Donc, le calcul des coûts ne peut se faire qu'à la fin de la période lorsqu'on connaît le coût unitaire moyen pondéré. Alors, pour la deuxième méthode du coût unitaire moyen pondéré calculé après chaque entrée, voilà comment nous allons procéder. Alors, le 1, nous avons donc ce stock de 1001,5 et le 15, nous avons une entrée de 500 à 2 dinars. Donc, il y a une entrée, donc on va calculer le coût unitaire moyen pondéré à cette date. Alors, comment le calculer? Eh bien, 1500 plus 1000 divisé par 1000 plus 500, 1500, 1 dinar 667, et nous pouvons maintenant valoriser notre stock. Le 23, nous avons une sortie, donc nous allons appliquer ce coût unitaire moyen pondéré. Là, la valeur des stocks et des sorties sont arrondis au dinar le plus proche. Le 25.3, nous avons une entrée. Et là aussi, nous allons calculer le coût unitaire moyen pondéré à cette date-là. 1833 plus 600 sur 1300, ce qui nous donne 1,872. Et donc, ça nous permet de valoriser le stock à cette date. Le 28, nous avons donc une sortie valorisée à 1,872 et
nous avons un stock final de 200. Bon, là aussi, l'identité des stocks va être nécessairement respectée. Bien. Il n'est pas dit que le stock comptable, stock théorique, qui est obtenu par l'inventaire permanent, soit exactement le même que celui que l'on constatera par l'inventaire physique. Il y a presque 90% de chances que les quantités ne soient pas les mêmes. Et donc les valeurs ne sont pas les mêmes. Si le stock théorique est inférieur au stock final, c'est-à-dire qu'on trouve beaucoup plus d'unités en magasin que ce que donne l'inventaire comptable ou l'inventaire permanent. Eh bien, si nous sommes dans ce cas-là, cela veut dire que nous avons un bonus sur stock. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, il faudrait synchroniser les deux stocks. Donc, on rectifie le stock théorique, donc on ajoute la différence au compte de stock et on l'ajoute au résultat analytique. C'est pour cela qu'on l'appelle un bonus sur stock. Le deuxième cas, si le stock théorique est supérieur au stock final réel, ça veut dire qu'on trouve moins d'unités que ce que donne l'inventaire permanent ou l'inventaire comptable. Donc, si nous sommes dans ce cas-là, cela veut dire que nous avons un malus sur stock. Donc, il y a eu une déperdition quelque part. Bon, ça peut provenir de pas mal de choses. Il y a eu une erreur au niveau de la saisie de l'information sur les sorties ou sur les entrées, ou qu'il y a eu de la casse, ou qu'il y a eu du vol. Enfin, tout est possible. Donc, si nous sommes dans ce cas-là, alors on fait exactement l'inverse. Autrement dit, on diminue le solde du stock théorique de la valeur de la différence et on diminue le résultat analytique. Donc, c'est pour cela qu'on l'appelle malus. Alors, un petit exemple. Premier cas, le stock physique de fin de période s'établit à 1000 unités pour un communautaire de 5 dinars. Et le stock théorique, 900 unités pour une valeur de 4500 dinars. Ça veut dire qu'il y a plus de stock en termes d'unités réellement que ce que donne l'inventaire comptable. Donc, comment ça va se passer? Alors, on ajoute la différence au compte de stock et on ajoute cela au compte de résultat analytique. Donc, on augmente en quelque sorte le résultat analytique établi sur la base de l'inventaire permanent, on lui ajoute donc cette différence. Le deuxième cas, inverse, alors toujours 1000 unités au communautaire de 5 dinars, mais le stock théorique qui est donné par l'inventaire comptable, il est de 1200 unités pour une valeur de 6000 dinars. Là, il faudrait réduire le compte de stock, donc on diminue de 1000 et on diminue le résultat analytique de 1000. Voilà, ainsi nous allons terminer ce chapitre sur l'inventaire permanent. Il y a une question qui m'est toujours posée. Quelle est la meilleure méthode d'inventaire? Il n'y a pas de méthode meilleure qu'une autre. Ce qui est sûr, c'est que chacune des méthodes nous donne aussi bien des valeurs de sortie que des valeurs de stock différentes. La méthode à choisir, c'est celle qui s'adapte le mieux à l'activité de l'entreprise. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, les méthodes des coûts moyens pondérés, ce sont des méthodes qui diminuent de l'ampleur de la variation des prix. Et c'est pour cela que c'est la méthode qui est la plus retenue, la plus utilisée.
Ajoutons à cela le fait que la norme comptable numéro 4, la norme relative au stock, est là pour la valorisation des stocks en tant qu'élément d'actif. Donc là, nous parlons comptable, comptabilité financière. La méthode des coûts moyens pondérés, c'est celle qui est en quelque sorte préconisée. D'accord? Voilà pour la réponse à la question sur la primauté de certaines méthodes sur d'autres méthodes d'inventaire. Voilà, je vous remercie pour votre attention.